énormément d'éléments qui jouent tous dans la même direction et qui rendent cette fois-ci une sortie, une récupération extrêmement difficile. Il y a des ressemblances entre la crise qui a débuté en 2007-2008 et la crise de 1929. En particulier, il y a un élément qui est commun. En particulier, la crise a commencé dans les deux cas aux États-Unis, puis s'est répandue dans le reste du monde, où il y avait des situations quelque peu similaires. Mais quand on regarde 1929 et 2007, on s'aperçoit que ce n'est sans doute pas par hasard qu'il y a là un élément qui est commun aux deux périodes, c'est une énorme concentration de la richesse dans quelques mains. Si vous regardez une courbe, ces courbes ont été faites par messieurs Landais, Saez et Piketty, qui travaillent sur ces questions. On regarde, on voit la concentration de la richesse en quelques mains augmente de manière régulière dans la période qui va jusqu'en 1929. Puis il y a une baisse à la suite de la crise. Les gens qui possédaient beaucoup d'argent en ont beaucoup perdu à la suite de la crise aux États-Unis. Ça baisse, ça commence à remonter, finalement assez tard, dans les années 60. Et quand on arrive en 2007, il y a de nouveau concentration de la richesse à un niveau qui est à peu près équivalent à celui de 1929. Ce qui est nouveau par rapport à 1929, c'est que dans la période qui a suivi le début de la crise, depuis 2007, la concentration de la richesse aux États-Unis ne s'est pas simplement poursuivie, mais le mouvement s'est accéléré. Quand on regarde les chiffres en France, la concentration de la richesse n'est pas aussi caricaturale en France qu'elle l'est aux États-Unis, mais dans la période entre 2007 et maintenant, ce sont des chiffres de l'INSEE qui sont sortis, il y a le même phénomène d'accélération de la concentration de la richesse. Quand vous voyez qu'on demande à la Grèce des taux de plus en plus élevés pour sa dette, c'est-à-dire sa dette publique, c'est-à-dire que si la Grèce emprunte, on lui demande non seulement, mais bien entendu, de rembourser la somme à échéance, c'est-à-dire à maturité, comme on dit, c'est-à-dire au bout des 5 ans, au bout des 10 ans, mais on lui demande aussi, on lui a demandé dans la période où la crise s'est développée, des taux de plus en plus élevés, des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on introduit les marchés de capitaux, les marchés, comme on dit souvent, introduisent dans les taux qu'ils exigent une prime de risque. Jusque-là, jusqu'à ce qui vient de se passer au mois de février, on n'a pas voulu que ce principe intervienne, c'est-à-dire que parfois, celui qui a emprunté ne rembourse pas. Et c'est ça qui justifie, c'est ça qui, bien sûr, qui explique que les gens qui avaient déjà beaucoup d'argent n'ont rien perdu jusqu'ici, mais qu'il y a même eu accélération dans la concentration de la richesse. Dans ce domaine, il y a un taux charnière. C'est 5,3%. 5,3% sur un emprunt, bon, c'est pas très beau marché, enfin, c'est pas très grave non plus. Mais à 5,3%, pourquoi était-ce un taux charnière? Parce que, à ce niveau-là, sur une période de 30 ans, les intérêts qui seront versés sont du même montant que l'argent qui a été emprunté. On paiera le double. Si vous avez emprunté 100 000 dollars pour 30 ans sur une maison et qu'on vous donne du 5,3, eh bien, vous payerez, à l'arrivée, vous payerez 200 000 dollars, 100 000 en intérêt, 100 000 en remboursement du principal. Du côté des gens qui disposent de capitaux, quand le pouvoir d'achat est faible dans la population, eh bien, ces capitaux qui sont disponibles, qui peuvent servir à quelque chose, ne peuvent pas tous être utilisés pour du financement des entreprises. Parce que si on mettait tous ces capitaux disponibles, les 32,8%, si on les mettait à disposition pour créer des usines, etc., ben on n'a pas en face le pouvoir d'achat qui permettrait d'acheter les marchandises qui sont produites. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un certain nombre, une certaine quantité de ces capitaux vont servir à ce qu'on appelle de la spéculation. Ils vont se trouver sur les marchés financiers à servir à une seule chose, pas à prêter aux ménages, pas à créer des entreprises, mais à organiser des paris entre les gens qui sont là. Bon, comme sur ces marchés boursiers, si vous n'êtes pas vraiment professionnel, on vous offre, et ce sont les grandes banques américaines qui vous offrent ça, elles ne vous offrent pas simplement de spéculer sur le pétrole, elles vous offrent de spéculer sur des paniers. Et dans ces paniers, il y a d'autres choses. Sur un panier, par exemple, il y en avait un bien connu où il y avait 9 produits
ensemble. Je ne sais plus exactement ce qu'il y avait dans ce panier-là, mais il y a des métaux comme l'or, comme le cuivre, il y a des céréales comme le blé. Je sais que le riz n'y est pas, mais il y a le blé. Il y a le café, le cacao, le coton, etc. Ce qui veut dire que quand il y a spéculation sur le prix du pétrole, eh bien, le prix de ces autres produits qui étaient dans ces paniers a monté en parallèle. Ça a provoqué des émeutes de la faim en Haïti, en Indonésie, dans certains pays d'Amérique centrale, dans certains pays africains, parce que le pain devenait trop cher. Pourquoi est-ce que le pain devenait trop cher? Parce que on spéculait aux États-Unis sur les matières premières. Il y a eu aussi, à cette époque-là, il y a un certain nombre d'entreprises qui travaillaient sur le développement durable, sur les énergies renouvelables, qui, en raison du fait que le prix du pétrole montait, ont pu faire de la recherche pour des énergies alternatives. Quand le prix s'est effondré, un grand nombre de ces entreprises et des petites start-up sur les énergies renouvelables ont été balayées automatiquement. Alors, concentration de la richesse excessive, pas de pouvoir d'achat d'un côté, des fonds spéculatifs, des capitaux qui sont utilisés pour la spéculation, et il ne faut pas que je vous fasse un dessin, qu'est-ce que ça fait? Ça produit un total dérèglement du mécanisme de la formation des prix. La situation dans laquelle nous sommes, je l'ai dit, elle est peut-être plus grave qu'en 1929. Bon, la crise, comme vous voyez, la crise n'est pas terminée. C'est 1000 milliards d'euros qu'il faudra récupérer d'une manière ou d'une autre. C'est pousser bien sûr la poussière en dessous du tapis, et là, avec des sommes comme ça fait des bulles, et des bosses immenses au milieu du tapis. Les problèmes ne sont pas terminés. Alors, le contexte est d'une certaine manière plus grave qu'en 1929. 1929 a débouché sur une dépression à l'échelle du monde. Et d'une certaine manière, le problème est plus grave, parce qu'à cet élément de catastrophe économique et financière s'ajoutent d'autres éléments qui n'étaient pas présents en 1929. Le premier, c'est bien sûr le fait que nous avons continué d'exploiter notre planète de la manière dont nous l'avons fait depuis toujours, et que nous atteignons des limites dans ce type d'exploitation, qui est un peu la politique de la terre brûlée. Alors, sur cette question du réchauffement global et de savoir si nous sommes les responsables, j'ai l'impression que oui, nous ne faisons rien pour empêcher que ce processus se poursuive dans cette direction-là. Nous avons la capacité de réfléchir, nous l'avons depuis pas mal d'années, mais apparemment nous ne l'avons pas encore véritablement utilisé sur ce genre de sujet. Donc nous avons colonisé la planète, nous avons fait la fuite en avant, nous avons toujours essayé de trouver de nouveaux espaces que nous pouvions envahir, utiliser leurs ressources, etc. Et d'une certaine manière, nous arrivons à la fin de ce type d'approche. Et puis il y a une autre limite à laquelle on pense rarement, mais qui est très importante aussi. C'est la complexité. C'est la complexité que nous avons cessé de maîtriser. Nous vivons dans des sociétés qui sont de plus en plus grandes, il y a de plus en plus de villes qui contiennent un très grand nombre d'habitants, qui dépassent les 10 millions d'habitants. Nos interactions sont de plus en plus nombreuses. L'image qu'on utilisait au XIXe siècle, pardon, au XVIIIe siècle, c'était l'image de l'homme rationnel, on l'a utilisé aussi au XIXe siècle, c'est vrai, qui se trouve devant une situation, qu'il évalue de manière analytique, et puis ensuite va développer une stratégie optimale en termes d'utilité et va obtenir tel résultat. Plus les interactions sont nombreuses, plus il est difficile d'être sûr que l'on obtiendra le résultat voulu, parce qu'il y a trop d'impondérables, comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire, les impondérables? C'est des interactions avec des choses auxquelles on n'a pas pensé. Ça, c'est un aspect qui est lié simplement, je dirais, au nombre d'interactions. Mais il y a un autre aspect qui est intervenu, et ça commence à se développer avec le gros ordinateur, le mainframe à partir la fin des années 40, mais surtout il y a eu un saut qualitatif qui a eu lieu à partir des années 80, c'est-à-dire l'introduction de l'ordinateur personnel. On a produit des produits financiers toxiques, comme on dit, simplement en faisant confiance au fait que l'ordinateur sait comment il faut faire, c'est ce qu'il fait. Sur les marchés boursiers,
Vous savez sans doute, sur le marché boursier maintenant, 60% des opérations environ aux États-Unis, un peu moins en Europe, de l'ordre de 40%, sont faits par des robots. Ce sont des duels entre des robots qui achètent et vendent les produits. Est-ce que des robots se préoccupent particulièrement de savoir si le prix d'une action sur laquelle ils se battent représente véritablement la valeur économique de l'entreprise en question? Pas vraiment. Il faut se contenter de regarder ce qui se passe. Et quand je dis regarder ce qui se passe, c'est devenu une métaphore, parce que, comme on fait, c'est courant maintenant, 4000 opérations, les robots, eux, font 4000 opérations à la seconde. Il n'y a pas d'observateur humain, bien entendu, qui peut regarder ça et comprendre ce qui se passe, sauf a posteriori, en regardant les dossiers qui sont créés avec toutes ces opérations qui ont été faites. Donc on a trois problèmes en même temps. On a une crise économique et financière de type de celle de 1929. On a une Terre, une planète qu'on a dégradée de plus en plus et qui se trouve dans un état tel qu'il faut réfléchir parce qu'on arrive au moment où on entre dans des processus irréversibles. On ne peut pas réparer facilement ce qu'on a abîmé. Et puis pour le problème de la complexité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment faire à partir de là? Bon. Je crois que l'état dans lequel on pourrait se retrouver si on ne fait rien du tout pourrait être quand même très très dramatique. On s'est habitué quand même à avoir des villes où il y a 1 million d'habitants ou davantage. On est habitué à avoir un certain nombre, je dirais, de personnes autour de nous. Si on retombe dans un scénario à la Mad Max 2, avec des bandes de pillards qui se battent pour les dernières réserves d'essence, ça ne permet pas des villes de 13 millions d'habitants, comme je dis ce chiffre-là parce que j'ai habité longtemps à Los Angeles, ça ne permet pas le niveau de population dans lequel on est. Ça ne permet pas non plus d'avoir des hôpitaux où on peut aller quand on est malade. Ça ne permet pas non plus des durées de vie de l'ordre de celles qu'on est maintenant, des espérances de vie de l'ordre de celles qu'on a maintenant. Alors, il vaut peut-être mieux quand même réfléchir, ne pas rester simplement spectateur et essayer de traiter les problèmes. Mais c'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout parce qu'il y a beaucoup de questions qu'il faudrait résoudre et auxquelles il y a beaucoup de gens qui ont déjà réfléchi à partir des années 60, depuis que M. Friedman a dit ça, qu'une entreprise ne fonctionne plus ni pour ses clients, ni pour ses employés, mais uniquement pour ses actionnaires. Est-ce que ce n'est pas encore, exagéré déjà un défaut qu'il y avait à l'intérieur du système? Si vous avez vu mon livre « Le capitalisme à l'agonie », j'attire l'attention sur le fait qu'on nous présente souvent ce système capitaliste comme étant un système économique, et un système qui a souvent été présenté non seulement récemment comme immortel, mais comme parfait, que ce système, essentiellement, ce n'est pas un système, c'est un défaut que présente le système dans lequel nous sommes, c'est qu'en général, l'argent dont on a besoin ne se trouve pas à l'endroit où il est nécessaire, et qu'il faut par conséquent l'emprunter. Est-ce que le travail qui est offert par un dirigeant d'entreprise, est-ce que c'est un travail comme un autre? Est-ce que c'est un travail de supervision, de chef d'orchestre qui justifie que ce type de travail soit payé beaucoup plus que d'autres types de travail à l'intérieur de l'entreprise? Qu'est-ce qui fait partie parmi les coûts des frais de production et qu'est-ce qui fait partie de ce que Proudhon appelait des aubaines, c'est-à-dire simplement le fait qu'il y ait des sommes qui sont disponibles et qu'un rapport de force peut faire que telle partie l'aura plutôt que telle autre. Est-ce que les intérêts qui sont payés pour les avances qui ont été faites à l'entreprise, que ça fait partie nécessairement de ses coûts de production ou est-ce que c'est simplement le résultat d'un rapport de force? Ou bien est-ce qu'on peut considérer que le salarié fait partie des parties, des groupes qui sont en interaction et que c'est simplement un rapport de force qui lui est défavorable, qui fait qu'en général, ce qu'il récolte dans le processus est beaucoup moins élevé que les autres. Le prix de vente sera déterminé par le marché. Et comme le surplus à partager entre les différents types d'acteurs, la différence entre le prix de revient et le prix de vente, cette somme varie selon le paysage concurrentiel. Donc ce n'est pas étonnant que ces problèmes ne soient pas faciles à résoudre. Pas faciles à résoudre du tout, parce qu'il y a beaucoup d'éléments en interaction. Dans la mesure où on passe vers un monde où nous nous libérons du travail, mais nous avons l'habitude qu'il n'y a que deux types de revenus. Il y a le revenu du travail et le revenu du capital. Et dans la mesure où nous savons que ce revenu du capital
on dit en américain doesn't grow on trees, ne pousse pas sur les arbres, et que ce travail, ce capital qui a la capacité d'augmenter de lui-même, c'est essentiellement parce qu'il y a du travail quelque part qui n'a pas été payé. Comment sortons-nous d'une société où nous libérons du travail en sachant que les revenus du travail constituent pour la grande masse de la population la manière de vivre, non seulement de vivre, d'avoir accès à un certain confort, mais aussi à faire marcher la machine économique dont nous voulons aussi, cette machine économique dont nous savons aussi qu'elle ne peut pas continuer à fonctionner simplement sur des questions de croissance, parce que justement nous avons atteint un certain type de limite dans la manière dont nous conduisons vis-à-vis de notre planète. Des moyens pour déconnecter, bien entendu, les revenus du travail fait, puisque le travail disparaît. Ou alors, est-ce qu'on est prêt à accepter que la concentration de la richesse, qui est déjà dans un état limite, qui est déjà un état déjà insupportable pour l'économie, est-ce que nous allons accepter de magnifier encore, de multiplier encore ce problème, en permettant simplement que les revenus viennent simplement du capital, et c'est-à-dire que les gens qui ont déjà de l'argent en trop en reçoivent encore davantage. On ne peut pas, la machine est déjà grippée dans l'état où nous trouvons. Quelles sont les solutions qui ont été trouvées historiquement à des problèmes de ce type-là? On n'a pas trouvé de solution douce véritablement. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité quand on se trouve dans une situation complètement bloquée de cette manière-là? Les transitions ne sont pas des transitions douces, ce sont des transitions violentes. Puis on se dit, bon, maintenant cette fois-ci on est dans une situation, c'est une situation qui est véritablement de tournant pour notre espèce. La manière dont notre espèce se comporte sur la planète va changer, pour les raisons que j'ai dit, complexité qui nous dépasse. On atteint certaines limites vis-à-vis de la planète, plus des systèmes économiques dont nous avons perdu perdu entièrement la maîtrise. Il faut réfléchir à ce qui va se passer, proposer des choses, parce que sinon, il n'y a pas de poids de mesure, il n'y aura pas de deux approches possibles. On passera par des transitions dures et on ne sait pas exactement sur quoi on va déboucher. Alors je vais arrêter là et on va entrer dans la discussion sur ces questions-là. Merci. Faire quelque chose pour que les 2% de la population mondiale qui se partagent 80% des richesses des ressources mondiales fassent un tout petit effort de générosité pour que, comme l'a dit Gandhi, si chacun vivre tous simplement pour que chacun puisse tous simplement vivre. Je crois que c'est la question à propos des gens très très riches. Il faut simplement, je crois, leur demander très gentiment. La spéculation a été inventée, admise aux États-Unis. Je crois qu'il y a une date que vous avez rappelée dans ce livre. Je ne me rappelle plus. Oui. Mais en général, quand on va intervenir contre la spéculation, la première chose que les gens vous disent, c'est « Oh, la spéculation, ça a toujours existé. » Ou bien ça fait partie de la nature humaine, ou bien c'est bon pour les marchés parce que ça offre de la liquidité. La spéculation a été interdite dans la plupart des pays européens. Il y avait un arrêté en 1629 en France, qu'on appelait l'exception de jeu, c'est-à-dire que si vous perdez dans un jeu, dans un pari que vous avez fait, vous n'avez pas la possibilité pour un perdant dans un gagnant dans un pari à qui la somme promise dans le jeu n'a pas été payée, ne peut pas se tourner vers les tribunaux. Les milieux financiers en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, ne se sont pas satisfaits au XIXe siècle de faire l'activité qu'ils faisaient. Ils voulaient en plus ajouter la spéculation. Et si vous regardez l'histoire, bon, il y a eu en France, il y a eu un très très grand adversaire de la spéculation, il ne voulait pas en entendre parler d'une manière ou d'une autre, c'était Napoléon. Dans cette période dont je parlais de colonisation du monde, où il y a toujours des mines à creuser, il y a toujours des pays exploités, il y a toujours des forêts amazoniennes à détruire, etc., d'une certaine manière, la spéculation passait relativement inaperçue.
Quand on arrive dans des situations comme les nôtres, où on a un système qui était extrêmement dégradé et où, du fait de la possibilité pour ces fonds qui sont là, qui ne peuvent pas être investis dans la production, d'être placés dans des opérations spéculatives, la part de prédation sur l'ensemble du système devient visible et on arrive, je veux dire, il y a cette transition entre le nombre de puces qu'un chien peut supporter, il y a un moment où le nombre est trop grand et finit par tuer la bête, et nous sommes dans une situation comme celle-là. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment on dissocie la spéculation des coûts, du gain qui est associé au service qui est fait par l'intermédiaire. Vous appelez spéculation quelque chose qui n'a pas un rapport immédiat avec ce qu'on appelle spéculation sur les marchés financiers. Dans les marchés financiers, une spéculation, c'est un pari essentiellement. C'est un pari qu'un prix va monter ou qu'un prix va baisser. Alors j'avais une question sur la propriété privée, en fait une double question. Est-ce que vous pensez que dans un nouveau système qui pourrait ou qui devrait être mis en place, la propriété privée telle qu'elle est envisagée aujourd'hui devrait être revue ou modifiée? Et puis, vous pensez différemment? Et puis, à la suite, si oui, est-ce qu'il y a des pistes que vous avez ou qui ont été fouillées par d'autres économistes que vous avez cités, qui pourraient vous paraître pertinentes aujourd'hui? Il y a une totale dissymétrie qui s'est introduite dans le fait que les individus n'ont pas la possibilité d'utiliser leur propriété de toutes les manières qu'ils imaginent parce qu'on la limite pour empêcher des abus vis-à-vis des autres propriétaires, mais que les entreprises, elles, sont tout à fait exclues de ces limitations et que leur pouvoir est tout à fait démesuré par rapport au pouvoir des individus. Est-ce qu'on peut envisager de réformer le modèle en s'appuyant sur eux, ou est-ce qu'on doit d'abord envisager qu'ils soient affaiblis pour que d'autres modèles se mettent en place? Peut-on compter sur une décision prise par les détenteurs actuels du pouvoir de passer à un autre système? Et vous savez, en gros, les mouvements socialistes ont répondu oui à cette question, et les mouvements anarchistes et communistes ont dit non, seule une révolution permet ce type de transition. Est-ce que le fait que dans l'histoire il n'y a pas beaucoup d'exemples, à part celui que je vous ai donné de la Grèce antique, qui a pris quand même 100 ans avant que les mesures soient mises en vigueur, est-ce que ça veut dire que ça ne se passera jamais? Je ne crois pas non plus, parce qu'il y a quand même des éléments auxquels on peut réfléchir. Par exemple, au début de la Révolution française, l'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août, c'est une initiative qui est prise par des représentants du clergé et de l'aristocratie. C'est une initiative qui est prise par eux d'abolir certains privilèges dont ils disposent. Dans cette difficulté-là à la fois d'interdépendance très très forte et puis de différences culturelles qui peuvent être aussi extrêmement importantes, comment voyez-vous quand même arriver à avoir une transition douce? Oui, moi je ne pense pas que les différences nationales soient pertinentes. Je vous le dis essentiellement parce que je fais des conférences comme celle-ci dans des pays très différents, en général comme des pays européens, Europe de l'Est ou Europe de l'Ouest. J'ai vécu très longtemps aux États-Unis. Non, il y a des contraintes et les gens réagissent à ces contraintes de la même manière. Les questions qu'on me pose dans l'auditoire en Hollande l'autre jour, ce sont les mêmes questions que vous posez vous. Les questions qu'on m'a posées en Hongrie ou en Albanie, ce sont les mêmes questions aussi. Je crois que devant des problèmes de même nature, les gens réagissent de la même manière ou de manière similaire. Est-ce que vous ne pensez pas que l'une des solutions, l'enjeu dont on parle peu, c'est justement dans cette période de transition énergétique et avec la révolution numérique en cours, il y aura des possibilités de gérer les nouvelles ressources énergétiques par un mode décentralisé qui permettrait de changer les modes de vie, les modes de pratique, le producteur-consommateur que nous vivons aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose dont d'ailleurs Rifkin, dans son dernier livre, a parlé? Est-ce qu'il n'y a pas une piste de ce côté-là
qui permettrait de faire prendre conscience à la puissance publique qu'elle a un rôle à jouer. Dans la mesure où l'énergie de type fossile, de type classique pour nous maintenant disparaît, il est évident qu'on va repenser à la question du coût, par exemple, moi, je voyais aux États-Unis, on peut s'acheter les mêmes eaux minérales qu'on a ici. J'ai discuté avec des restaurateurs qui commençaient à s'insurger contre ça en disant moi je ne vais pas vous servir de l'évian et de l'eau de Vittel ici dans un restaurant de Californie parce que c'est absolument ridicule, on a de l'eau minérale ici, et ainsi de suite. Donc, où on peut penser, bon, il y a une réflexion à laquelle j'ai participé il y a quelques années quand j'étais encore aux États-Unis, de comment repenser par exemple l'industrie automobile dans une perspective énergétique différente. Est-ce qu'il faut vraiment construire une voiture à un endroit et puis le faire venir de cet endroit-là, ou bien est-ce qu'on pourrait construire avoir affaire à des voitures modulaires dont les parties auraient des durées de vie très différentes et dont l'industrie locale produirait la plus grande partie des motifs, etc. Toutes ces réflexions sont évidemment très très intéressantes. La difficulté là, c'est de savoir dans quelle mesure, et ça c'est une question qui se pose depuis le 19e siècle ou même avant, si on pense au mouvement de type Quaker en Angleterre, les mouvements, je dirais, un petit peu dans les marges de l'apparition du protestantisme. Est-ce qu'on peut changer la société de l'intérieur par des initiatives particulières en espérant que l'exemple sera suivi? Là, il y a des exemples, je dirais, encourageants, mais aussi des exemples très décourageants. C'est par exemple la coopérative. La coopérative n'a jamais véritablement pu démarrer dans les environnements dans lesquels nous étions en raison d'un environnement qui était beaucoup trop favorable à des entreprises qui étaient d'un autre type, d'un type prédateur, d'un type organisation militariste, etc., ont un avantage dans le système tel qu'il est défini maintenant, puisque c'est un système de concurrence, de guerre de tous contre tous, et par conséquent des approches soft, des approches douces sont défavorisées. Et on parle beaucoup d'initiatives de créer des monnaies parallèles. Ça suscite beaucoup d'enthousiasme. Personnellement, je ne pense pas que je ne vois pas comment on pourrait résoudre des questions qui se posent de cette manière-là. Mais il y a effectivement, on se rend compte qu'il y a des problèmes qui se posent et il y a une efflorescence de nouveau de réflexion. Et je crois qu'il est important dans des réunions comme celle-ci qu'on encourage ce mouvement, qu'on rentre chez soi, qu'on continue à en parler à d'autres et une réflexion de type citoyen, comme on dit maintenant, démarre parce que les jours sont comptés.